Bonjour, bienvenue à Québec, Canada rural. Mon nom est Michel Cloutier. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Claude Roy. Bonjour Claude. Bonjour, bon après-midi. On va aujourd'hui, oui, parce qu'au moment où on tourne, on est en après-midi, on va aujourd'hui aller faire un tour en Gaspésie. On va aller visiter un endroit assez unique au Québec. La première fois j'en ai, moi, personnellement entendu parler, c'était dans un reportage de quelque chose qui se passait à New York, où on parlait d'un artefact qui avait été découvert au Québec, qui était probablement l'un des premiers vertébrés qui avait pu exister sur la Terre, qu'on avait trouvé évidemment sur un site de recherche. Et là, j'étais un peu étonné de dire, voyons, on dit que ça vient du Québec. On est habitué souvent de dire que les plus vieilles terres au Canada, c'est à d'autres endroits, mais là, c'est parce que c'est des fonds marins qui ont été découverts à cet endroit-là. Je te laisse tout présenter l'endroit, Claude, et nous dire, toi, comment tu l'as découvert. Ben, écoute, moi, je l'ai découvert parce que pendant plusieurs années, j'ai été guide touristique pour des touristes français, européens qui venaient au Québec pour découvrir l'Ontario et le Québec en même temps. Parmi les visites guidées, il y avait bien sûr le tour de la Gaspésie. Et moi, j'avais été dans cet endroit-là, non pas au musée comme tel, au laboratoire, mais j'avais été découvrir la Gaspésie dans cette région-là quand j'étais jeune scout. On avait fait des camps de vacances là-bas. Et quand j'ai tourné avec les Européens, j'ai redécouvert l'endroit. Mais là, je l'ai découvert à travers justement un musée, parce que même si le chef, la personne responsable là-bas n'aime pas ça, disait que c'est un musée, mais bien c'est un centre d'interprétation, c'est vraiment extraordinaire. Et à toutes les fois que j'ai emmené des touristes là-bas, ils ont trouvé l'endroit tout à fait spécial d'aller découvrir des artefacts comme ça dans un endroit si perdu. Parce que quand on fait le tour de la Gaspésie, si on n'a pas pris un guide routier, si on n'a pas fouillé un petit peu, on va passer devant une pancarte qui va nous dire pas grand-chose. Un semblant de poisson avec un guide qui est parmi les sites de la CEPAC. Et finalement, on ne s'arrêtera pas nécessairement parce qu'il faut faire une quinzaine de kilomètres dans les terres pour trouver l'endroit. Mais moi, comme guide touristique, ça faisait partie de l'offre de service. Donc, il fallait que j'aille à cet endroit-là à toutes les fois avec les touristes. Puis à chaque fois, les gens ont trouvé ça extraordinaire. Moi, je suis rentré à toutes les fois. J'ai fait le tour à toutes les fois. Puis à chacune de mes visites, j'ai découvert des choses spéciales là-bas. Et tu apprends que finalement, c'est un centre, toi tu parlais, un centre spécial au Québec. C'est un centre d'interprétation mondial. Et il y a des chercheurs du monde entier qui sont venus là parce que l'artefact, on va le voir tantôt, on va se laisser expliquer par le guide. Les artefacts qui sont là sont uniques au monde et des chercheurs du monde entier sont venus pour découvrir qu'est-ce que c'est que Escuminac, la pointe de Miguacha. Oui, un endroit, bon, situé en Gaspésie. Il y a la réserve qui est évidemment tout près, là. Et c'est pas l'endroit, comme tu disais, Claude, qu'on est porté à s'arrêter en premier. Et qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? Vous verrez dans les images, vous verrez l'entrevue. C'est, en fait, c'est des poissons. Ça peut paraître simple ou simplet de dire des poissons, mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment particulier. C'est des poissons préhistoriques. On a retrouvé des squelettes quasi complets, là. Oui, puis en plus, c'est que, tu sais, on a dit toujours, l'homme descend du singe. Mais finalement, là-bas, tous nos mythes sont évaporés parce que finalement, on ne descend pas du singe, on vient du poisson. Et c'est ce qu'on va découvrir à visiter le site là-bas. Ils ont une belle boutique, ils ont vraiment un bel endroit, c'est un parc, il y a beaucoup d'écoles qui vont là-bas pour apprendre. Ce sont des sorties éducatives vraiment extraordinaires et je pense que les gens vont découvrir quelque chose de fantastique. Les gens de la Gaspésie, bien sûr, connaissent bien la route pour aller là, mais lorsqu'on sort de la Gaspésie, les gens partent du Bas-Saint-Laurent, partent de Québec, de Montréal, du Saguenay, de différentes régions du Québec, et se dirigent, et on les invite à se diriger, à aller voir ce musée-là, d'ailleurs, qu'on pourra voir un peu plus en détail dans le reportage de tout à l'heure. Donc, je ne m'attarderai pas tant à l'attraction touristique elle-même, parce qu'on va la détailler, mais je m'attarde un peu à la route, parce qu'on a fait la route ensemble, évidemment, pour se rendre là-bas. Et tout au long du parcours, nous, on partait de la ville de Québec, où sont situés les studios. Tout au long du parcours, on a traversé le Bas-Saint-Laurent, on est arrivé à Rimouski, on est descendu vers Amqui, on s'est approché de la zone touristique de la Gaspésie. On est entré véritablement en Gaspésie. Et tout au long du parcours, il y avait des choses à voir. Bien, écoute, premièrement, tu as deux choix. Quand tu fais le tour de la Gaspésie, tu peux le faire du côté nord, c'est-à-dire que tu vas longer le fleuve Saint-Laurent
puis tu vas voir le fleuve Saint-Laurent à ta gauche, ou encore prendre le bord, ce qu'on appelle la baie des Chaleurs, et prendre la baie des Chaleurs et t'en aller vers la droite. Et dans la vallée de la Matapédia, tu vas retrouver une rivière extraordinaire, des pêcheurs de saumon, un décor qui est tout à fait magnifique, un territoire qui est très côteux, des belles montagnes. Et quand on arrive l'automne, pourquoi on va là-bas? Parce que les touristes veulent voir des feuilles en couleur et c'est un endroit qui devient extraordinairement beau tout le long de la vallée de la Matapédia. Donc, c'est vraiment une belle découverte. Et moi, je vous invite à passer par là-bas parce que, c'est-à-dire que si vous commencez votre voyage, moi, je vous dirais, commencez votre voyage par le bord du fleuve parce que quand vous allez revenir, vous allez avoir le soleil en plein visage et vous ne pourrez pas admirer la beauté de la côte de la rive nord. Donc, commencez par le nord. Vous allez avoir le soleil dans le dos, vous allez pouvoir découvrir les montagnes, les forts, la nature, et vous allez revenir par la baie des Chaleurs. C'est encore, moi, je calcule que c'est le meilleur chemin à faire. Claude, on ne peut pas s'empêcher de faire une parenthèse. Tu as animé longtemps des émissions de chasse et pêche. Tout au cours du moment où on descendait dans la vallée de la Matapédia, tu n'as pas pu t'empêcher de me parler de pêche, évidemment, parce que c'est un endroit magnifique pour ça. Oui, bien écoute, premièrement, on est dans la vallée de la Matapédia, comme je le répète. Donc, c'est une rivière à saumon qui est tout à fait extraordinaire. C'est une rivière à saumon qui est, bien sûr, quand je dis contingentée, c'est qu'il faut avoir un permis. Il faut aller s'enregistrer le matin. Ils vont nous donner une fosse. On va être avec des confrères, des consoeurs sur le bord de la fosse. On va pouvoir pêcher sur le bord de la rivière. Cette année, malheureusement, on a eu une année de sécheresse. Il y avait moins d'eau dans la rivière. On pouvait voir la rivière, comment elle était basse, mais le saumon était quand même au rendez-vous parce qu'on va avoir la rivière Estigouche. On va passer par de beaux endroits où il y a énormément de pêche. Puis c'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de te parler de pêche spécifiquement pour la pêche au saumon. Effectivement, puis l'endroit était tout à fait magnifique aussi tout au long du parcours et on en parle également dans d'autres reportages. Tu as vu les fameux ponts couverts qui sont uniques au Québec. Il y en avait quelques-uns. On est arrêté à un en particulier. Oui, on va en faire la présentation dans quelques minutes. Donc, je vais laisser aux gens le soin de découvrir où on va être, dans quel endroit puis quel genre de pont couvert on avait sur notre route. Donc, ce voyage-là, aujourd'hui, on vous invite à le faire avec nous. Vous allez pouvoir, évidemment, vous diriger à travers différents éléments touristiques qu'on retrouve dans l'Est du Québec. L'émission d'aujourd'hui met évidemment l'accent essentiellement sur l'Est. Oui, Éco? Puis non, mais je voulais simplement dire qu'à la fin de notre voyage, on est arrêté à Montmagny. Tu as arrêté à Montmagny. On a rencontré le maire de la ville de Montmagny, le nouveau maire, parce que l'ancien maire, malheureusement, est décédé. Donc, le maire, par transition, nous a reçus. Il t'a reçu. On a une entrevue avec lui, donc on va couvrir non pas une grande partie du Bas-Saint-Laurent, mais on va quand même être sur la rive sud pour découvrir de très, très beaux endroits. Effectivement, voyage du retour, on fait un arrêt du côté de Montmagny, qui est situé dans la MRC de Montmagny, tout près de Québec, à côté de Bellechasse et de Lillet, entre les deux, à toute fin pratique. Un endroit qui a connu des durs coups, on le sait, dans les dernières années, avec la fermeture de Whirlpool, qui quand même commence à remonter à plusieurs années. Mais vous allez le voir dans le reportage et dans des reportages subséquents qu'on fera dans nos émissions. Montmagny se sort à peine d'il y a quelques années là, de toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, elle a su se relever et maintenant offrir une offre touristique tout à fait exceptionnelle avec les îles, avec évidemment plusieurs attraits dont son marché public. On pourra au cours des prochaines émissions de Québec-Canada rural en découvrir un peu plus. Mais aujourd'hui, question de nous donner un avant-goût, bien, il y a le maire, M. Boulay, qui va venir jaser avec nous de sa ville, duquel il est extrêmement, extrêmement fier. Il en est maire depuis tout récemment parce qu'on sait que le maire, M. Rémi Langevin, est décédé malheureusement d'un cancer. Et ça a bouleversé ça aussi un petit peu la vie municipale là-bas. Mais comme on a l'habitude de le faire à Montmagny, on s'est relevé et on est allé de l'avant. Donc, on commence par aller faire un petit tour en Gaspésie. Bonjour. Aujourd'hui, on est au Parc national Miguasha. On va aller s'entretenir avec son directeur, M. Rémi Plourde. M. Plourde, le parc ici, il y a quelque chose de particulier. Il est unique. Est-ce que vous pouvez me définir en quoi il est unique? Vous savez, l'unicité du Parc national de Miguasha, on s'inscrit dans le réseau des 24 parcs nationaux. C'est le plus petit, 0,8 km², mais c'est de loin celui qui a la plus grande résonance, reconnaissance du fait que, le 4 décembre 1999, il était aussi déclaré site du patrimoine mondial. Qu'est-ce que ça vient dire être site du patrimoine mondial? Vous savez, déjà, le logo est très significatif. Vous savez, c'est un rond avec un losange dans le milieu. Le rond, c'est pour les sites naturels. Le losange dans le milieu, c'est la symbolisation des mains de l'homme pour les sites construits. Ici, vous êtes dans un site
naturel, Parc national Miguasha, site fossilifère. Ici, c'est l'univers du Dévonien. Il y a 380 millions d'années, nous étions au tropique, il fait chaud, et il n'y a absolument rien, peut-être à part la chaîne des Appalaches, très dénudée, qui vient d'être créée, hein, qui est très pointue, l'équivalent de l'Himalaya, et qui est très pointue, très dénudée, un peu de végétation qui ressemble à l'ancêtre des arbres aujourd'hui, c'est des fougères, et il n'y a que des poissons dans l'eau, il y a 380 millions d'années. Miguasha s'inscrit dans les sites du Dévonien. C'est l'époque là, de l'âge des poissons, première des choses. Et ce qu'on va retrouver ici à Miguasha, c'est le meilleur site au monde pour la représentativité de la période du Dévonien. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul dans le monde où est-ce qu'il y a des sites du Dévonien. Il y a à peu près 80 sites du Dévonien dans le monde. Mais Miguasha, c'est le plus représentatif. Et c'est ce que vient dire la reconnaissance patrimoine mondial. Patrimoine mondial, là, permettez-moi d'être mégalomane, ça me permet de dire que je suis l'équivalent d'un château de Versailles. Être site du patrimoine mondial, c'est me mettre l'équivalent d'être à côté d'un château de Versailles, d'une grande muraille de Chine. Ça veut dire qu'on est unique dans le monde. Le 4 décembre 1999, ce que l'UNESCO vient dire, vous savez, les États partis peuvent à chaque année présenter des sites pour être nommés sites du patrimoine mondial. Pour ça, il faut passer un grand test. C'est IUCN, Union internationale de conservation de la nature, pour les sites naturels, ou ICOMOS pour les sites historiques. Alors, il faut prouver qu'on est les meilleurs, les plus représentatifs. Ça, c'est une étude comparative avec 2 spécialistes, 2 paléontologues, qui ont, sur une dizaine de points, étudié 20 des meilleurs sites du Dévonien dans le monde, dont Miguasha. Et après cette étude-là, on a démontré, hors de tout doute, que nous étions les plus représentatifs du Dévonien. Ça veut dire, les éléments qui ressortent le plus, là, c'est la quantité de poissons fossiles qu'on va retrouver ici, le nombre de familles représentées, la qualité de conservation des fossiles. Ici, là, on le verra dans la salle d'exposition, on a des fossiles où est-ce qu'il y a des parties cartilagineuses qui ont été fossilisées, c'est difficile. On va trouver des vaisseaux sanguins, on va trouver des poissons entiers excessivement bien conservés. La collection nationale du Parc national de Miguasha, ça représente à peu près 13 000 spécimens en collection ici, répartis selon les grandes familles de poissons. Ces poissons ont été trouvés sur le site ou sont représentatifs de ce qu'il y avait sur le site? Vous savez, les poissons, ici, le parc se limite presque exclusivement à une falaise. Et c'est ça qu'on protège. Les poissons vont se trouver dans la formation d'Escuminac. Ce qu'on voit ici, la dernière formation géologique, c'est la formation du conglomérat, elle est rouge. En dessous, la formation d'Escuminac va effleurer à certains endroits. Elle effleure à plusieurs endroits, dont ici, dans le parc. Et c'est cette section-là qui est protégée. Donc, ça veut dire que nous, par un plan de fouille, par de la collecte préventive. Ça veut dire qu'il y a un garde-parc qui va passer régulièrement sur la plage. Et vous savez, l'érosion naturelle va nous amener des concrétions qui vont tomber sur la plage ou qui sont carrément à une certaine hauteur dans la falaise qu'on peut avoir accès et qu'on va comme ramasser, cueillir régulièrement. Vous savez, ça fait longtemps que le site a été découvert. Il a été découvert, par accident. 1842, Abraham Gessner, commission géologique du Nouveau-Brunswick, il cherche du charbon, il tombe sur des fossiles. Il dit, OK, c'est correct. Il y en note, mais ça reste lettre morte. 1879, Hels, lui, va le premier va remarquer les fossiles, va le noter, et là, on commence à regarder à Miguasha de façon plus intéressante. Lui, il fait partie de la Commission géologique canadienne, qui va faire en sorte que d'autres chercheurs à Montréal, entre autres Dawson, et après ça, des Canadiens français à l'Université de Montréal, vont s'intéresser aux fossiles de Miguasha. Mais pendant ce temps-là, il y a plein de monde dans le monde qui viennent ici. Il y a des Britanniques, il y a des Français, il y a des Norvégiens qui viennent cueillir parce que le site n'est pas protégé. On parle à peu près de 9 000 spécimens qui sont un peu partout à travers le monde présentement. Je vous parlais de 13 000 spécimens. Donc, le site est très prolifique au niveau des spécimens qu'on va retrouver. Donc, ce qui fait que en 1939, c'est un Québécois qui s'appelle René Bureau, qui est rattaché à l'Université Laval, au ministère à l'époque et à l'Université Laval par la suite, qui va démontrer de l'intérêt puis qui va ameuter le gouvernement. Il dit « Hey, il y a plein de monde qui viennent chercher des fossiles chez nous, c'est notre patrimoine collectif, puis on le laisse aller. » Ce qui fait qu'il va travailler auprès du ministère, auprès du gouvernement, pour en arriver à ce qu'on puisse protéger le site. Il faut attendre le début des années 1970 pour un premier achat de terrain
première construction d'un centre d'interprétation, d'un deuxième centre d'interprétation. Moi, en bas, j'ai des scientifiques là, qui me font de la science, mais puis en plus, ils m'amènent de l'information régulièrement tout le temps. On ramène ça avec les gardes-parcs naturalistes, avec l'interprétation qu'ils vont faire auprès de la clientèle at large, et qui vont, comme vous la pré-mâcher, et qui vont vous amener à la comprendre. Ici, ça se fait de façon... La vulgarisation, finalement. La vulgarisation. Alors, ça se fait via une visite dans la grande salle d'exposition de l'eau à la terre. Ça se fait dans la salle LP. Ça se fait sur la plage, décodage du paysage géologique. Et depuis 2019, on a eu une volonté de virage familial. Et le virage familial, ici, avant, ça s'appelait musée. Je ne sais plus si ça s'appelle musée. C'est pas un musée, ça. De la façon dont on fonctionne, donc on fait des visites, l'interprétation. Donc, on a mis en place plein d'activités pour les enfants. Un carré de sable, où est-ce qu'il y a des moulages de fossiles à l'intérieur du carré de sable. Ça va avec un rallye qui se promène à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur bientôt. Ça va avec des mini-stations pour les enfants au niveau microscope, toucher, manipuler. Ça avoir un théâtre de marionnettes où est-ce qu'on a fait des reconstitutions de poissons fossiles qui sont colorés, ceux-là. Donc, alors, plein d'activités pour la famille, pour initier les jeunes. Et moi, là, la plus belle récompense, là, c'est comme, il y a quelques années, il y a une petite fille qui vient ici avec ses parents et retourne chez elle, puis elle nous a renvoyé une roche par la poste. Elle voulait savoir si c'était un fossile. Vous voyez, qu'est-ce qu'on éveille chez les enfants? Et moi, je trouve que la vulgarisation, c'est une belle façon, et des activités ludiques pour les enfants, c'est une belle façon de les initier et de les amener à éventuellement avoir un passionné qui, et j'en ai de ça, des passionnés là, qui ont commencé jeunes puis qui sont rendus aujourd'hui des professionnels, des paléontologues et qui travaillent en paléontologie. Les gens qui veulent venir visiter le parc ici, c'est accessible de quelle période à quelle période environ chaque année? Vous voyez, cette année, on est ouvert du 7 juin jusqu'au 11 octobre. Ça veut dire que l'ensemble de la programmation est déjà en place. L'ensemble des éléments confortables. Vous savez, on a parlé des activités d'interprétation, on a parlé de la recherche, mais il y a aussi un super bon restaurant où est-ce qu'on va manger des sandwichs du saumon fumé local, fait par les Premières Nations. Ça va passer du homard pêché en Gaspésie, une boutique avec plein d'éléments de pierre, de fossiles qui ne sont pas dans des zones protégées. Il y a toujours une éthique rattachée aux produits qu'on va vendre. Ça veut dire des fossiles ici, les fossiles, on ne peut pas les ramasser, on ne peut pas les collecter, on ne peut pas les vendre, ils sont protégés par la loi. Ici, j'ai même la loi qui me protège, qui m'aide à dire, écoutez, si quelqu'un fait de la fraude avec ça, c'est pénalisé. Donc, on ne peut pas le faire. Mais par contre, des fossiles qui viennent d'ailleurs, dans des zones qui ont été documentées, où est-ce que le fossile est en grande quantité, puis qui ne sont pas protégés, dans ce temps-là, on peut en vendre. Mais on peut faire aussi des moulages. Alors, on fait des moulages de poissons fossiles ici, qu'on va retrouver en vente à la boutique. L'une des plus grandes découvertes ici, c'est... De loin. Vous savez, en 1937, ils avaient trouvé un bout de crâne, un dessus d'un crâne d'un poisson qu'ils ont baptisé Elpistostege, qui est au British Museum, qui a été découvert en 1937. Quand je vous disais que tous les chercheurs du monde venaient ici avant. Et en 1985, on a trouvé un autre morceau. En 2009, on a trouvé un spécimen complet, pur hasard. Il mesure 5 pieds de long. Il s'appelle Elpistostege watsoni. Il est unique. Imaginez là, c'est le seul poisson complet d'Elpistostege dans le monde et c'est ici au Parc national de Miguasha. Il est d'une 2300 heures de préparation. On lui a fait une salle dédiée. Il est tellement intéressant, important, qu'il valait la peine qu'on lui fasse cette salle dédiée. On en a fait un rallye, on en a fait des pièces de monnaie à l'effigie d'Elpi, on en a fait une présentation dans Découverte et un article scientifique avec Lucar et Richard Cloutier. Il est unique dans son genre à lui. Puis il nous amène à découvrir un peu plus la grande famille des sarcoptérygiens, de cette transition vers les tétrapodes, poumons, branchies, nageoires charnues, pouvoir se hisser. Alors, il est exceptionnel, ce poisson-là. Merci beaucoup, M. Plourde, fort intéressant. Vous savez, le Parc national de Miguasha, comme l'ensemble des parcs nationaux, c'est votre patrimoine collectif. Ça vous appartient. Alors, abusez-en. Venez nous voir. Merci. Au Québec et au Canada, on retrouve une multitude d'endroits historiques. Le parc Miguasha,
s'en distingue, comme vous avez pu le voir. Merci d'avoir été là. À une prochaine. Aujourd'hui, on est sur la péninsule gaspésienne. On est dans la vallée de la Matapédia, plus précisément à Routierville. Et je voudrais vous parler aujourd'hui des ponts couverts. Donc, pourquoi on a des ponts couverts à travers la province de Québec? C'est simple, c'est que les Américains nous ont envoyé cette technologie-là. Et comme il y a eu des grands défrichements de terre au début de la colonie, les gens s'éloignaient de plus en plus les uns des autres, puis on traversait les cours d'eau. Et à ce moment-là, on a eu besoin de faire des ponts. Sauf qu'au début, quand on faisait des ponts, on ne les couvrait pas. Et là, les ponts devenaient endommagés. Puis l'hiver, avec la neige, il se ramassait une croûte par-dessus le pont. Et là, il y avait du danger pour les carrioles qui traversaient. Donc, on a décidé de couvrir les ponts suite aux techniques américaines. Et quand on a commencé à couvrir les ponts, on s'est rendu compte que les chevaux prenaient panique à l'intérieur de ces ponts couverts-là. Donc, on a fait des ouvertures sur les côtés. Un cheval, ça a tout le temps peur de rentrer dans un tunnel ou un endroit qu'il ne voit pas. Donc, on a fait des éclaircies de chaque côté des ponts pour permettre justement aux chevaux de ne pas prendre panique au moment de traverser. Ici, sur le pont de Routierville, c'est un pont de 78 mètres de large. Et on a même vu des ponts couverts dans la province de Québec d'au-delà de 1200 pieds, soit presque 400 mètres. Donc, avec plusieurs colonnes au centre de la rivière. Donc, c'est pour ça que si vous êtes dans la péninsule gaspésienne, vous voyagez pour faire le tour de la Gaspésie, arrêtez-vous à Routierville. Ça vaut vraiment la peine de voir ces ponts-là. Puis au début de la colonie, comme le gouvernement n'avait pas d'autre chose que le revenu des terres ou le revenu de la coupe de bois, ils ont décidé de rendre les ponts couverts patrimoniaux. Donc, maintenant, tous les ponts couverts de la province de Québec sont protégés par le gouvernement et ils ont tous la même couleur. Donc, on prenait une pigmentation rouge qu'on mélangeait avec une peinture de l'époque. Et c'est pour ça que vous voyez tous les ponts couverts qui sont presque de la même couleur. C'était l'origine des ponts couverts à travers la province de Québec. Donc, on vous invite à venir ici à Routierville pour venir voir le pont couvert, ce qui est une belle réussite en soi. Monsieur le maire, la municipalité ici, une ville de combien de citoyens? 11 500 habitants. Oui. Quelle est l'économie de Montmagny présentement? On sait qu'à une certaine époque, il y avait eu Whirlpool. Oui. Maintenant, à Montmagny, qu'est-ce qui génère l'emploi? Qu'est-ce qui fait fonctionner? Ben, écoute, Michel, ici à Montmagny, on a beaucoup de PME. Bien entendu, on a Maison La Prise qui prend une bonne partie. On a Métal Moreau aussi qui est quand même très, très gros. Donc, on a des bonnes industries. On a un parc industriel qui est en construction. Puis on commence à le meubler très, très bien. Donc, l'économie ici à Montmagny va très, très bien. Donc, la pente a été remontée depuis les années qui ont peut-être été un petit peu plus difficiles. Est-ce qu'on a des projets de développement à venir qui retiennent l'attention dans le territoire pour l'instant? Absolument. Écoute, on a quartier 2B présentement, quartier résidentiel qui est en construction présentement. On a 51 terrains qui vont être mis en vente. Si ce n'est pas fait, c'est sous peu. Là. On a rencontré les propriétaires encore la semaine dernière, donc M. Chamberlain et M. Gosselin. Écoute, puis on a un autre projet aussi qui est en développement d'ici à l'automne pour un autre parc de terrain qui va être habitable probablement en 2022. Donc, puis on a un troisième que lui, je ne peux pas en parler parce qu'il est embryonnaire, mais quand même, c'est quelque chose qui s'en vient. Des bonnes nouvelles. C'est dans les cartons. Également, on a vu, à Montmagny, au niveau du divertissement, au cours des dernières années, il y a des choses qui ont pris place. Il y a eu le retour d'une station de radio il y a quelques années. On a maintenant une équipe junior 3A qui est présente. Donc, on sent que la MRC et la Ville bénéficient la MRC bénéficie de la Ville de Montmagny grandement au niveau des services et du divertissement. Absolument, absolument. Écoute, notre aréna, tu sais, on a tout rénové l'aréna au complet. On a fait une chambre des joueurs pour justement accueillir l'Everest, parce qu'avant ça, c'était commençait à être un peu désuet par rapport à la vestituité des chambres. C'était tout petit, puis là, maintenant, ils ont une belle chambre avec les vidéos, tout se passe à l'intérieur de cette chambre-là. Écoute, l'aréna, tous les sièges ont été changés à l'intérieur. Donc, c'est un aréna, on pourrait dire, presque neuf qu'on a présentement.
On me dit aussi qu'au niveau divertissement, spectacle, il y a l'organisme des arts de la scène qui même fait des jaloux au niveau de la diversité de ce qui est présenté et de la qualité des spectacles. Oui, on a, écoute, Christian Noël qui est très, très, très actif pour Montmagny. Écoute, l'année passée, ben, en temps de pandémie, on a eu un cinéparc en plein air en face, à côté de l'aréna, qui faisait très, très bien. Écoute, ça a été aimé, ça a été accueilli avec grande joie. Les spectacles, en fait, semaine dernière, on avait Christian Paquette et Damien Robitaille qui ont donné un super show. Tu l'avais soit au radio ou sur le web ou en direct, directement là-bas à la place, à la salle Promutuelle des Arts de la Scène. Écoute, Christian, on sait qu'il est très, très, très actif. Quand on a besoin de lui à Place Montel, ici, ben écoute, c'est avec plaisir qu'il se déplace, qu'il vient tout faire le setup au complet, excusez le mot anglais, là. Mais on est très, très, très bien équipé. Puis Christian, c'est un gars qui est très actif et il est actuel. Au niveau du parc industriel à Montmagny, tout à l'heure, on a parlé un peu de la diversité des entreprises qui sont là. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'on est encore, je dirais, en développement? On recherche des entreprises pour venir s'installer? Absolument, bien sûr. Écoute, là, on a plusieurs terrains qui sont déjà pris, mais tu sais, le parc qu'on a présentement, par sa grandeur, on ne peut pas accueillir style Bombardier ou des places comme ça. C'est plus des petites industries qu'on peut accueillir, mais par contre, là aussi, je te parlais de développement résidentiel tantôt, là aussi, on pense à développer, je ne peux pas en dire beaucoup, là, mais écoute, il y a des terrains qu'on a des vues dessus pour un futur développement qui vont mieux répondre. Qui contribuerait oui. Toujours au développement économique de la voilà. région. On voit ça comment ici, vu de Montmagny, le troisième lien à Québec? Bien, écoute, j'ai été interviewé là-dessus par Radio-Canada, par TVA. Nous, là, on est entièrement pour ça. C'est la raison pour laquelle on développe des terrains habitables, des terrains résidentiels, parce que nous, on y croit au troisième lien. Et pour nous, tu sais que maintenant, tous les gens qui habitent dans les grandes villes, de plus en plus, depuis, on dirait, je ne sais pas si la COVID a fait que ça vide un peu plus les grandes villes pour venir s'établir en banlieue. Bien, nous, ici, là, je pense qu'on sera une sacrée belle banlieue parce qu'on est capable de les accueillir. Puis, écoute, ça ferait aller se rendre de l'autre côté, sur la côte de Beaupré, où ça ferait quoi, 25 minutes, au lieu de faire le tour du pont. On le sait avec ce qui se passe présentement au pont de Québec. Là, ils ont dit que, OK, le monde se sont adaptés, ils vont plus à la maison. Bien, c'est ce qui a fait un peu la COVID aussi. Là. Le télétravail, finalement, c'est la place pour le télétravail. En plein ça. Ça fait que ça l'a un peu... Mais on sait comment c'est compliqué. Il y a un accident sur le pont, c'est terminé. Nous, là, le troisième lien, bien entendu, on y croit et on le veut aussi, bien sûr. Merci beaucoup, M. Blair. Ça fait plaisir. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Toute l'équipe de Belle-Île, Solutions Nutrition, est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.